Sunday Night Production. Pogacar en patron et Romain Bardet en champion, c'est parti pour Full Gaz, le podcast des vrais gaziers. Full Gaz, plongez dans l'actualité du cyclisme professionnel avec la tête dans le guidon. Salut les amis, resserrez vos chaussures, rentrez les épaules et gardez la tête dans le guidon. Bienvenue dans le podcast Full Gaz présenté par LTDG depuis Liège. Et oui les amis, on est encore à Liège parce que ce dimanche on était sur Liège-Bastogne-Liège, la doyenne, le 4e monument de la saison. Et qu'est-ce qu'on a fait Grégoire ? On était en inside avec le team Total Energy pendant toute la journée, c'était incroyable de vivre ce 4e monument de la saison, encore une fois dans les voitures. Ouais, c'était super cool et du coup on va y revenir dans le podcast, mais avant ça je vous annonce un peu le plan. Comme chaque semaine on va revenir d'abord sur les résultats de la semaine avec les Ardennaises notamment. Ensuite on va faire un gros focus sur la doyenne, sur Liège-Bastogne, sur la course sur laquelle on était ce week-end, ce dimanche. Avant de partir sur le débat de LTDG, Grégoire, on aura un petit débat. Et je te l'ai pas dit parce que j'aimerais bien avoir ta réaction à chaud pour pas que tu le prépares. C'est Pogacar a-t-il déjà tué le suspense sur le Giro ? Ensuite, on continuera avec les infos en vrac, les petites infos qu'il fallait pas louper cette semaine. Et Grégoire, l'actu Full Gaz avec un E, avec une SD Work qui ne marque pas, qui ne gagne pas. Je te propose qu'on parte directement avec les résultats de Speed. T'es chaud ? Allez, let's go. On commence tranquillement avec déjà la Flèche Wallonne, là, les équipes qui étaient déjà en Belgique, qui étaient déjà dans les Ardennes cette semaine. Et on a une édition hyper spéciale avec des changements de température, une averse de grêle, de neige et tout qui a piégé pas mal d'équipes. Et on a eu la victoire au final d'un Britannique qui doit être habitué à cette température, Stephen Williams qui était vraiment très très fort avec Kevin Vauquelin qui fait 2, Maxime Van Gils qui fait 3. Et surtout plein de petits Frenchies dans le top 10 avec Benoît Cosnefroy qui fait 5, en pleine forme sur ses Ardennaises. Romain Grégoire qui fait 7, qui est toujours bien placé aussi sur ses courses. Dorian Godon 8, franchement il est de chez nous donc ça fait plaisir qu'il soit là. Guillaume Martin 10, on pourra penser aussi à le classement, il continue, j'ai plus exactement tout le monde, mais je crois que 11e c'est Clément Champoussin, 14e Jordan Gégat avec qui on était ce week-end, ou c'est Jordan Gégat je crois. Ouais non, c'est le speaker qui s'est trompé, après c'est pas forcément facile de connaître tous les prénoms, mais là quand même Jordan Gégat, vu comment il marche, faudrait bien prononcer son prénom. Valentin Madouas qui fait 15, Axel Laurence 18, on a été vraiment hyper présents sur cette flèche wallonne et ça fait archi plaisir. Ouais, ça fait trop plaisir comme d'habitude de voir des Français performer et surtout dans des conditions météo aussi dures. Je crois qu'il y a eu que 44 finishers sur la flèche wallonne, donc c'était vraiment un combat. Et d'ailleurs ce week-end on a pu en reparler avec les coureurs qui étaient donc du team Total Energy avec qui on était en inside, donc on était vraiment avec eux le soir tout ça. Et j'ai pu parler Grégoire moi à Alexis, je sais pas si t'étais là, Alexis Wiermoz qui me disait que à lui c'était vraiment dur quoi, ça lui fait mal le froid, la pluie, ça fait mal aux articulations quoi. Alors quand t'es jeune ça va, mais quand tu te fais quand tu prends un peu de l'âge, je pense que c'est des conditions qui sont très très dures à faire face. Ouais, t'as peut-être plus la même envie d'aller te mettre dans le froid qu'avant, mais ouais, quand t'écoutes les coureurs, l'expression être transpercé par le froid, là elle avait pris tout son sens, genre ils ont été traversés par un froid glacial. Il y a l'image de Schkelmose qui est tremblotant, qui est obligé d'être porté par ses assistants en crise d'hypo. Et ouais, non, c'était compliqué. Et puis d'ailleurs, sur place, du coup, on a pu avoir des petites spécificités sur la course. C'est que t'avais personne de la team EAE dans le final parce que quand il a commencé à faire froid, ils sont allés rouler, ils ont accéléré en se disant ça va nous réchauffer. Au lieu de mettre une veste, en fait, toutes les équipes se sont arrêtées à mettre une veste. Et à la place d'aller mettre une veste, la UE, ils se sont dit on va rouler comme des bourrins, au moins ça va nous réchauffer et on n'aura pas froid. Ouais, sauf que en fait, l'averse a duré plus longtemps que prévu et ils ont tous abandonné quoi, au final. Du coup, c'est pour ça que la UAE n'était pas très présente sur cette flèche. Ensuite, cette semaine, il y avait le Tour des Alpes, une épreuve pour les grimpeurs. Et c'est Juan Pedro Lopez qui avait porté le maillot rose du Giro pendant longtemps, il y a de ça 2 ans. Qui vient remporter cette semaine de course avec le maillot vert du vainqueur. D'ailleurs, petite anecdote, lui il est espagnol, il est pour le Real Betis, il a fait le vert ça me va bien, c'est les couleurs du Real Betis. Petite dédicace à Fekir, le Lyonnais qui est au Real Betis. Voilà, ça avait rien à voir avec le vélo. Mais on dédicace les frérots, toi-même tu sais. Deuxième, du coup, Ben O'Connor pour Decathlon Desert qui a fait une superbe semaine. Antonio Tiberi pour la Bahreïn qui fait 3. Et des Français encore dans le top 5 avec Valentin Paré-Pin qui fait 4ème, Romain Bardet qui fait 5ème. Et on a eu... Grégoire, je te laisse énoncer les vainqueurs de la semaine. Première étape, c'est Tobias Foss qui s'est imposé. D'ailleurs, on va y revenir parce que deuxième étape, c'est Alessandro De Marchi. Et c'était
on voit plus souvent les échappées aller au bout et ça fait plaisir de voir un démarqué qui va encore au bout en échappée. Troisième étape, c'est là que se fait la victoire au général avec Juan Pedro Lopez qui s'est montré 2 jambes au-dessus de tout le monde. Quatrième étape, encore une victoire en échappée pour Simon Carr. Et cinquième étape, victoire française de Aurélien Paré-Peintre. Et moi, il est 11e, donc top 11 sur une course à l'étape d'une semaine, c'est pas mal. Très français. Mais Mathis Rondel qui est un jeune de la Tudor et ça fait plaisir de le voir arriver à ce niveau-là sur des courses par étapes. Ça promet vraiment quelque chose de cool pour la suite. Ouais, franchement, une bonne course pour nos Français, une belle course de grimpeurs. Moi, j'adore les courses de grimpeurs, donc j'aime bien suivre tout ça pour voir ceux qui vont marcher, sachant que c'est un peu ceux qui vont être sur le Giro et qui vont faire face au grand Pogacar. Donc ça faisait plaisir à voir, de voir un peu les forces en présence. Grégoire aussi, ce week-end, il y avait le départ du Tour de Turquie avec une victoire pour Fabio Jakobsen au sprint devant Sacha Ouemaz et Simon Deherst. Voilà, rien de commenter, on n'a pas regardé. Si, Tour Turquie. bien. Léo Bouvier, il fait 5e, tu vois. Ah, j'ai pas vu ça. Ça c'est cool, tu vois, un petit français de la baquette, l'équipe allemande, moi ça fait plaisir, tu vois, quand même. Ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Et surtout, moi, ce qui me fait plaisir, c'est Fabio Jakobsen qui gagne enfin. Après, quand on l'avait vu à Oman, Grégoire, tu t'en rappelles, il venait d'arriver à la DSM, c'était pas facile. Et là, il gagne, donc il revient, la forme revient petit à petit. Il s'affûte aussi, parce qu'il avait besoin de s'affûter. Ça sera aligné au Giro, donc c'est toujours bien de gagner comme ça avant un grand tour qui sera peut-être son premier gros objectif de la saison. C'est ça. Ensuite, ce week-end, il y avait le Giro della Romagna avec la première victoire professionnelle pour Antonio Morgado. Alors, pour ceux qui sont passés à côté, Antonio Morgado, il est portugais et c'est la nouvelle pépite sur les classiques de la UAE. Une des nouvelles pépites. Oui, mais la nouvelle pépite sur les classiques de la team UAE qui a remporté sa première course, du coup, devant Johan Bou et Mattia Baïs. Donc voilà, retenez ce nom, Antonio Morgado. Ça m'étonnerait pas de le voir dans les top 10, voire sur les podiums, voire sur la première marche des classiques. C'est un profil d'un gars qui peut aller gagner les Flandres dans quelques années. Hein. Oui, clairement. Sur sa main, là, avec l'arrivée en pavé, il fait 2 derrière Lorenz Rex. Donc voilà, vu les mondiaux qu'il a fait sur une vraie course de Classic Man là, à Glasgow, il fait 2, il me semble, aux mondiaux. Donc franchement, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et à une autre course qui était exceptionnelle, forcément on y arrive, c'est Liège-Bastogne-Liège, la doyenne, le 4e monument de la saison. Et du coup, malheureusement, sans suspense, c'est Tadej Pogacar qui s'est imposé devant un Romain Bardet qui a volé, et c'était un moment d'émotion de le voir passer la ligne en 2e sur Liège-Bastogne-Liège, lui qui avait déjà fait podium sur cette course. Et 3e, Mathieu Van Der Poel qui revient de on ne sait où pour faire podium sur ce monument. Mais de toute façon c'est le focus, donc je te propose qu'on y aille. Je pense que tu as pas mal de choses à nous dire, surtout qu'on était avec le team Total Energy. On était sur les routes, quoi. Moi c'est la première fois que j'ai découvert cette classique qui est l'une de mes courses préférées, hein, comme tous les monuments. Mais c'est celle que je rêvais de gagner quand je jouais en Pro Cycling Manager, quand je jouais en carrière pro. Donc voilà, on y va. Donc Liège-Bastogne-Liège, c'est le 4e monument de la saison. Du coup, c'est en Wallonie. C'est le premier monument pour les grimpeurs, Grégoire. C'est pour les grimpeurs punchers. En vrai, le profil idéal, pour vous donner une idée, bon, c'est Pogacar, mais lui, c'est le profil de toutes les courses. C'est un peu un profil à Alaphilippe dans ses grandes années. Ouais, même si bon, dans ses grandes années, il a pas su le gagner, malheureusement, parce qu'il a fait son erreur, il a levé les bras trop tôt. Mais oui, c'est une course où tu as énormément de dénivelé. Moi, ce qui m'a surpris sur le terrain, c'est vraiment les routes. En fait, je pense qu'on peut s'en rendre compte qu'en étant sur place, les routes, elles sont vraiment étroites. Le revêtement, il est pas terrible. Il y a moins de budget qu'en France, tu le sens, pour refaire les infrastructures routières. Et ouais, c'est serré, c'est technique, t'as pas 1 centimètre de plat. C'est ça, c'est sur le retour, donc Liège-Bastogne c'est plutôt plat, mais Bastogne-Liège en fait ça monte, ça descend, et il n'y a jamais 1 mètre de plat, et c'est impressionnant, et ça on le voit pas forcément à la télé, mais par contre sur le terrain tu te dis waouh, comment ça casse les pattes. Ouais, mais même sur l'allée, sur Liège-Bastogne, c'est jamais plat non plus. Oui, tu dis en fait, c'est des grands faux plats montants, des grands faux plats descendants, t'as pas vraiment de plat. Oui, c'est mal plat, mais c'est moins impressionnant qu'au retour, parce que le retour c'est vraiment t'as l'impression que c'est du 10% montée. C'est une montagne russe. Ouais, voilà, du 10% montée, et t'as une énorme descente, genre qui descend hyper pentue, avec des virages techniques, genre comme dans les Alpes, des épingles, alors que ça monte à 700 mètres d'altitude max, et après arrivé en bas de la descente, t'as une épingle à droite et tu remontes là sur du 15%. Ça doit casser les pattes. Hein. Je sais plus dans quelle côte c'était. C'était une côte où il y avait pas mal de monde. Rappelle-toi, on est passé, t'as plein de sapins et tout. C'était vraiment trop cool de rouler là-bas.
Quand on était dans la voiture, il y avait pas mal de supporters. Et au sommet, tu sais, on passe l'arche du sommet de la côte. Ouais, Et tu t'en souviens, c'était marqué 15% dans la descente. Ouais. Et en fait, tu vois pas la route redescendre, t'as l'impression que tu vas sauter dans le vide. Ouais, c'est ça, et c'est vraiment impressionnant parce qu'on parle souvent des gros forts pourcentages pour la montée, mais pour la descente aussi, ça fait vraiment peur, surtout que les routes sont étroites, donc effectivement, tu peux rapidement te retrouver dans une gouttière ou glisser sur un caillou. Et je pense que c'est ce qui fait la spécificité, la beauté de ce monument. Et honnêtement, c'était notre première fois tous les deux, Grégoire, en Wallonie, et autant c'était magnifique. Parfois, on reparle de Skoll, j'ai oublié, c'était l'avant-dernier où il restait. Non, c'était un peu loin de l'arrivée. C'était avant Stoke, je crois. Ouais, c'est ça, et t'as l'impression en vrai tu me dis t'es à 2000 mètres dans les Alpes, c'est possible, tu vois. Les paysages ressemblent, t'as les épingles, t'as le public. Avec les vaches, c'est des grandes plaines bien vertes, vu qu'il pleut souvent là-bas. Mais ouais, il y a ça, il y a les trous dans la route, les routes étroites, techniques. Et tu te rends compte qu'en fait, il y a presque 80% de la course qui se joue en placement. Et ça s'est encore avéré juste cette année sur cette édition. Ouais, avant de parler de la course, je tiens juste à dire que le public wallon, il est moins bon que le public français dans les Alpes. Hein. Ils étaient moins excités quand même, alors que t'es sur un monument. Ouais. Moi, on parle souvent Belgique et tout. Et j'avoue que du coup, en intérieur, c'est moins impressionnant qu'une course dans les Flandres où là, c'est vraiment des grands passionnés de vélo. Là, tu sens que c'est très, très, très vélo, mais moins qu'en Flandre en tout cas. Et que sur les routes du Tour, il y a moins de ferveur, mais forcément. Par contre, moi, j'étais déçu de l'ambiance, tu vois. On est quand même sur un monument, Grégoire, sur un Paris-Roubaix, sur un Tour des Flandres, sur un Milan-San Remo. C'est une ferveur de malade. Là, tu vois, franchement, sur le Dwars-Door-Vlaanderen, il y avait quasiment plus d'ambiance, quoi. Non. Bah si, moi je suis. Mais Antoine, là, c'est tellement ton avis, il vaut rien. T'es pas passé dans la Redoute, t'es pas passé dans la Roche. Mais je suis d'accord. Je dis juste sur le sur le Tour des Flandres, pardon. Au départ, tu veux dire. Sur le Tour des Flandres, au départ et sur le terrain, t'as du monde sur chaque kilomètre de course. Ouais, mais moi je vais jouer l'avocat du diable. T'es pas allé dans la Redoute. Je suis certain que dans la Redoute. Le départ a été excentré il y a quelques années. Il est plus dans le centre de Liège, donc t'es sur les quais un peu excentré. C'est un peu plus compliqué d'y aller. Il faisait dégueulasse, super froid. Vu que la course homme partait avant la course femme, et le départ était très tôt. On est parti à 6h du matin. On s'est levé à 6h du matin. On est parti à 7h30 de l'hôtel. Et la présentation de l'équipe était à 9h un dimanche matin. Ouais, à 9h un dimanche matin. Moi je suis fan de vélo. T'as un départ d'un monument à Lyon. Je me lève pour aller le voir. Ouais. Alors que je fais toutes les courses de vélo de la saison. Oui, mais du coup, c'est moins des grands passionnés. Oui, c'est ce que je dis. Donc l'ambiance est moins folle que sur un autre grand monument. Je sais pas. Je suis pas allé dans la Redoute, mec. Ok, mais ici, je te parle pas de la Redoute, je te parle en général. Je te dis même sur la ligne d'arrivée, c'était moins que Paris-Roubaix. C'est comme si tu jugeais l'ambiance de Paris-Roubaix alors que t'étais au secteur 27 et que t'étais pas dans le carrefour de la Rambert. Et tu non, y a pas mais n'importe quoi. J'ai fait le départ. Le départ, il y a pas d'ambiance. T'es d'accord? Il y avait personne qui parlait. T'avais 200 personnes devant la scène. Et j'ai fait l'arrivée, il y avait un moins bon engouement que sur un. Enfin, je veux dire. Oui, comparé à Paris-Roubaix, l'arrivée, je suis d'accord. Comparé aux autres monuments, donc pour moi, l'ambiance était un peu décevante par rapport aux autres monuments. Bah après, t'as fait un petit tour au chapiteau de la Redoute, quoi. C'est vrai que le soir d'avant, on parle que de l'ambiance. Après, on vous parlera de la course, promis. Bon, ouais, le soir d'avant, c'est pas les assistants de Blaisou, là, ils nous disent ouais, mais faut que vous alliez au chapiteau sur la Redoute. Il y a une ambiance de malade. Et en gros, il y a une fan zone, effectivement, une superbe ambiance. Hein. Là, je suis d'accord avec toi, Grégoire. Mais que sur la Redoute. Je dis, moi, départ arrivé dans Liège, qui est censé être une énorme ville, il y avait moins d'ambiance. Et sur le reste du parcours, c'était pas la folie, quoi. On passait en voiture, tu klaxonnais, les mecs ils te regardaient même pas. Tu vois, dans le Tour de France, ils font les cons. Dans les grandes courses, c'est pareil. Là, t'avais moins cette ferveur. Bref, et du coup, on va sur la Redoute le soir, à 23h, on arrive dans le petit chapiteau. Et en fait, c'était comme une sorte de fête votive, une fête de village. Et c'était marrant, on y est pas resté longtemps, tu vois, mais on est passé et il y avait une petite ferveur et tout. Mais tu sentais que c'était, encore une fois, pas un public à viser vélo. C'était des mecs qui venaient faire la fête parce qu'il se passait un truc. Mais je suis même pas sûr que le lendemain, ils étaient sur le côté des routes pour venir voir passer Pogacar mettre 18 secondes en 300 mètres. À partir du moment où il n'y avait pas de triple, moi, ça m'intéressait pas. Enfin bref, voilà, pour ce qui est de l'ambiance générale, notre découverte de ce monument, franchement, à part ça, c'était vraiment magnifique, le parcours est sublime, tu te rends compte que c'est vraiment pour les grimpeurs, là. Quand Van der Poel, avant la course, il dit « je veux gagner le monument devant Pogacar », quand tu vois le parcours après, tu dis hey, « mon petit… c'était un peu évident que tu allais te faire des claquets défoncés par un Pogacar qui, ça fait un mois qu'il est en préparation, il a qu'une envie, c'est de gagner. Surtout que Pogacar courait pour sa belle-mère qui était décédée il y a 2 ans. 2 ans jour pour jour. Et donc ça l'avait empêché de défendre son titre sur Liège-Bastogne qu'il a gagné en 2019. Donc en 2020, il n'a pas pu le défendre. Et du coup, là, il est revenu après.
Après, ouais, donc ça c'était clair que ça lui donnait une force de plus, mais pour en revenir à Van Der Poel, je crois que j'étais j'ai pas compris le sens du débat que tout le monde a dit. Ouais, nanana, le match Van Der Poel-Pogacar. C'était Ok, vraiment pour faire ça- la faille, mais moi, c'est ce que je t'ai dit la semaine dernière. Van Der Poel, il avait aucune chance de. Mais t'es de vraiment un gagner. menteur. La semaine dernière, je te dis que je t'ai dit mot pour mot. Allez réécouter et vous viendrez nous envoyer. Petite tension entre nous ce matin. Ouais, vous viendrez voir le podcast. Grégoire, j'ai dit si Pogacar gagne pas Liège-Bastogne-Liège, c'est pas normal. Il est obligé de le gagner. Et toi, tu m'avais dit mot pour mot. Ouais, mais Van Der Poel, il s'aligne pour gagner, il peut le gagner et tout, c'est un prétendant. Non, mais C'est évident. J'ai pas dit ça. J'ai dit. Non, mais j'ai pas envie de refaire le débat. Mais juste, si Pogacar ne gagnait pas Liège, ça voulait pas dire qu'il allait pas gagner le Giro. Ok, non mais je te dis juste sur le débat Van Der Poel en me disant que Van Der Poel pouvait gagner Liège. Moi, j'y croyais pas. Mais la semaine dernière, tu as dit que tu croyais. Mais bah, ça, c'était pareil, c'est pour faire monter la sauce. Ouais, non. Vous voyez qu'il trouve des excuses, ça m'énerve. Il m'énerve. D'ailleurs, donc pour revenir sur la course, ce qui s'est passé, Grégoire, tu m'interromps, c'est des choses à dire. En gros, échappée classique, d'ailleurs, avec du type Total Energy échappé, avec qui on était. Paul Ourselin et Fabien Doubé, qui étaient à l'avant. Une échappée aussi avec Lilian Calmejane, Rémi Rochas, donc pas mal de Frenchies classiques. Et ensuite, la course qui a accéléré. Vliegen Scaroni aussi, il y avait à l'avant. Il y avait Vendetuc, qui est à la base épicier et qui vend des tucs. Genre, Ils vendent des biscuits. Ils vendent des biscuits apéro pour vos soirées si vous voulez. Et donc voilà, sur l'allée, donc Liège-Bastogne, scénario de course assez normal, 5 minutes d'avance pour l'échappée, et ensuite UAE qui roule, aidé un peu par Ineos. On peut parler de la température parce que quand même, nous on a eu un peu de neige. Et du coup, je pense que la première partie de course, neige, vent de face, l'échappée, ça l'a pas forcément favorisé. Ça s'est créé assez facilement parce que personne ne voulait y aller. Puis nous, on a fait des petits bonhommes de neige au bord de la route, quoi. Donc c'était sympa. On a fait des supporters improvisés, vu qu'il n'y avait pas d'ambiance, on s'est dit on va faire des bonhommes de neige pour les supporter. Non, je rigole. Et du coup, après ça, deux petites chutes dans le peloton, rien de grave, pas beaucoup de casse, mais beaucoup de favoris retardés, Pidcock, Van Der Poel, Madouas, Romain Grégoire, la moitié du Il y peloton. avait vraiment la moitié du peloton qui a été vraiment bloqué. Bah, c'était dans une cuve. Van Der Poel, il disait qu'à ce moment-là, il était en train de se découvrir justement parce que l'enchaînement des boss commençait sur le retour. Et ouais, non, ils sont restés bloqués. Et là, à ce moment-là, moi, dans la voiture, on s'est dit bon, bah là, c'est mort quoi. C'est mort, mais ce groupe revient finalement, je pense, au prix d'un énorme effort. On a vu Pidcock se mettre carpette dans les premiers monts. D'ailleurs, juste Pidcock, il a essayé de revenir tout seul. Je sais pas si c'était un mouvement de panique. Tu vois, comparé à un Van Der Poel qui va aller chercher le podium plus tard, il a su rester calme et pas faire l'effort tout seul, alors que Pidcock a essayé de rentrer tout seul dans Stoke. Et peut-être que c'est là qu'il s'est cramé parce qu'au final, il est rentré en même temps que le groupe Van Der Poel derrière qui ont juste rentré en lissant leur effort. C'est vrai, et du coup ce groupe rentre, mais ça évite pas le scénario classique auquel on s'attendait. Pogacar qui envoie une cacahuète dans la redoute, qui met 18 secondes en 500 mètres d'être, c'est impressionnant. Ce qui m'impressionne encore plus, c'est qu'il a même pas mis de grosses cacahuètes. Quand Ouais. tu vois, j'ai revu les images là ce matin, en fait, Pogacar, il accélère quand je sais plus qui prend son dernier relais. D'ailleurs, le travail de ses équipiers avait été énorme. Un Domen Novak qui va être aligné au Giro, très très fort. Enfin bref. Donc il accélère un peu le rythme, mais il n'y a pas un moment où il se met une énorme cacahuète, style Jouplan, Pogacar-Vingegaard, Tour de France 2023. Quoi. C'était vraiment une accélération en plus. Ouais, c'est ça. Le seul qui essaie de rester dans la roue, c'est Carapaz. En une minute, il voit qu'il est dans le rouge, il s'arrête, il attend les autres. Et donc, Lui, des fois, c'est stratégie quand même. Non, mais en vrai, on peut pas lui en vouloir. C'est le seul qui a essayé de suivre la roue. Mais mec. Mais moi jamais je me dis je vais pouvoir suivre Pogacar. Je me dis je vais lisser mon au effort. moins, Je vais lisser mon effort. Je vais faire un groupe de costauds derrière. On va essayer de rentrer en collaboration. bah non, moi je préfère ce genre de comportement. Sinon, déjà que de toute façon, ça va être le débat juste après. Déjà que le suspense est un peu cassé, autant que s'il essaye pas, tu le sais jamais. Hein. Bon, Pogacar qui s'envole et qui t'amène à 1 minute 40 d'avance sur le deuxième. Et derrière, il y a, donc après, pour vous refaire la fin de la course, il y a un groupe de 4 qui s'échappe avec. Il y a 3 Français, il y a Bardet, Romain Grégoire et Benoît Cosnefroy. Et c'est qui le quatrième? Romain Grégoire, Bardet, Cosnefroy qui partent avec Ben Illy. Oui, avec Ben Illy. Et donc ils sont à la poursuite de Pogacar. Derrière, il y a le groupe des autres favoris. Romain Bardet qui s'envole dans la Roche au Faucon et qui part tout seul pour la deuxième place. Et là, c'est moment émotion. Donc les 3 qui étaient avec lui, ils sont rattrapés par le groupe d'après. Et Romain Bardet qui arrive à terminer deuxième sur ce monument derrière Pogacar. En vrai, c'est comme s'il l'avait gagné en fait. Hein. Parce que Pogacar il compte pas, il est disqualifié. Il est dans une autre catégorie. J'aimerais te dire que oui, mais non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais c'est fou l'émotion qu'avait Bardet à l'arrivée était plus heureux que Pogacar qui a gagné, presque on dirait. Ouais, on le voit pleurer en passant la ligne. Et j'ai vu son post Instagram hier soir qui dit
Ce qui est cool au vélo, c'est pas de voir les résultats quand on est en forme, c'est de les voir quand on n'est pas forcément au mieux. Et tu vois, je suis pas sûr que Romain Bardet ce matin il s'est dit je vais terminer sur la boîte. Je pense que mais finalement il s'est retrouvé avec des super jambes et tactiquement il a joué aussi parfaitement de par l'expérience qu'il a. Et Ouais, c'est ça que j'avais vu dans en fait, c'est vraiment l'expérience. Moi, je pense que Romain, il termine deuxième à l'expérience et il l'a dit en interview là juste maintenant. Du coup, j'ai fait un petit montage en mode émotion. Allez le liker sur Insta SVP parce que en vrai, moi, je suis grand fan de Romain. T'as eu des images de fou furieux à l'arrivée, toi. Est-ce qu'on envoie un petit SMS à Romain? Tu peux si tu veux. Ouais, on je lui vais- propose le cross-post. Ouais. Et parce que en vrai, il nous a mis une émotion de malade et on l'a vu le matin, voilà, tranquillement. Mais tu vois, et à l'arrivée, vraiment en train de pleurer. Et c'est toujours ce truc au vélo où il y a que le premier qui compte et toutes les caméras autour de Pogacar. En plus, Pogacar aussi avait une superbe histoire à raconter. C'était pour sa belle-mère qui était décédée. C'est vrai, il y avait personne à part. Il y avait toi et une autre caméra peut-être de la télé, mais sinon. Et je l'ai vu arriver, j'ai foncé. tous les journalistes, toutes les perches étaient autour de Pogacar et Bardet était tout seul derrière en train de pleurer. Ouais. Et du coup, je suis allé voir Bardet. Je lui ai juste dit félicitations comme ça. Je suis même pas sûr qu'il m'ait capté. De toute façon, ça a crié Bardet de partout. Et je pense que dans ces moments-là, tu devais être séché. Tu viens de faire 6h30 de vélo. Il t'a eu de la neige, de la pluie, du froid. Il voyait blanc. Il voyait blanc, il entendait juste dans ses oreilles, rien d'autre. Et Est-ce que ouais, j'aimais bien les- non, très mal. Moi, je voulais faire une carte bruiteur. Non, mais arrête ça. Tu fais quoi du coup? Je sais pas qu'on reste dans l'émotion, là, de partir dans l'humour. Moi, là, j'ai les larmes aux yeux quand j'en parle. Et c'est vrai que c'est rare ces moments de sport qui, en tout cas moi, qui me font autant d'effets. Et là, Romain deuxième, avant le Giro qui prépare aussi. Ça fait plaisir, Romain qui. Deuxième podium à Liège. C'est ça. Et il disait, autant le premier, je tournais autour. Là, il s'y attendait vraiment pas. Et je pense que c'est ça qui l'a mis dans cet état-là et qui nous a tous mis dans le même état, quoi. D'ailleurs, à l'arrivée, on était avec les médecins de chez du team Total Energy et on récupère Alexis Villarmoz, qui est un bon collègue de Romain. Un ancien bon équipier à H2R quand il fait podium. Et du coup, du coup là, il demande qu'est-ce qui s'est passé et tout. Romain, il fait 2. Et là, Alexis, il a une petite réaction. Putain, oh ouais, putain, il fait 2 devant Van Der Poel en plus. Entre Pogacar et Van Der Poel, c'est impressionnant. Donc ouais, on sent que Romain, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un de gentil, quelqu'un de passionné, qui travaille beaucoup. Et tu vois, il est passé à un Froome du Tour de France, il est passé à un Pogacar de Liège. À chaque fois, il est pas loin, tu vois. À chaque fois, il passe pas loin. Là, il a dit. Il est passé à un Valverde du titre champion du monde aussi. Là, il a dit, ça ferait une belle photo encadrée à donner à mon fils. Tiens, regarde, papa, il était à Liège entre Pogacar et Van Der Poel. Incroyable. Non, mais c'est fou. Ouais, non, merci Romain pour les émotions, franchement. Merci pour les roses, merci Merci. pour les épines. Merci aussi pour les épines. Non, mais je sais pas si t'as quelque chose à rajouter là-dessus. Moi, ça m'a vraiment touché et c'était le moment émouvant de la course. Tu vois, derrière, t'as un groupe des favoris qui arrive. Avec un Van Der Poel qui vient chercher un podium. Lui, il revient des abysses, mon pauvre. Je sais pas d'où il revient. Je l'ai vu passer la ligne 3ème. J'ai fait limite, tu m'aurais dit la même course. Tu me dis, il fait 40ème ou 50ème, 70ème. Pour moi, c'est pareil. Je sais pas, son bizarre. Son podium n'a pas autant de hype que ses titres parce qu'il revient, t'as l'impression de je sais pas d'où. Mais en fait, c'est un podium très opportuniste là où Van Der Poel, comme un Pogacar, nous habitue d'habitude à des feux d'artifice. Là, il a fait un podium attentiste. Et d'ailleurs, par contre, t'as dit beaucoup de bêtises la semaine dernière sur le podcast en disant que Van Der Poel, il pouvait gagner Liège. Mais t'as dit un truc qui est vrai, c'est que Van Der Poel, il allait attendre que ça se passe et voir ce qu'il pouvait faire au sprint, et c'est ce qu'il a fait hier. Donc je te laisse la flamme et tu peux dédicacer ce bon prono. Non, mais vu que je dis que des bêtises, vas-y, dédicace. De toute façon, on a la même daronne, donc si je dédicace la daronne, ça marche. Non, tu parles pas de ma mère. Après, on va couper le micro, on va régler ça en off. Non, mais je rigole, mais ouais, Van Der Poel qui attend, qui fait 3. À noter la belle 5ème place de Aurélien Paré-Peintre. Donc Aurélien qui fait 5, Valentin Madoise qui fait 7, Lapera qui fait 11. Bebe qui fait 16. En vrai, Grégoire qui fait 24, mais du coup en ayant joué le podium à un moment avec Cosnefroy, Bardet et Hirschi. Guillaume Martin qui fait 18. On a Anthony Delaplace qui fait 99ème. Ouais, Anthony Pérez DNF. Grosse bise à Anto Pérez. Mais non, mais bref, les Français, ils ont bien marché sur ces Ardennaises. Et j'ai fait un constat, Grégoire. C'est que nos Frenchies, en fait, on n'a pas beaucoup de coureurs classiques. Je pense que tout le monde l'avait fait avant moi. Hein. Mais que, par contre, on a quand même des bons grimpeurs. Mais ce qui est relou, c'est qu'on n'a pas les meilleurs. Du coup, à chaque fois, on fait des places d'honneur. On a des très 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 bons coureurs. Là, la génération qu'on a, les gars qui ont entre... Ouais, non, franchement, je sais pas, mais j'ai beaucoup d'espoir pour le futur du vélo français avec tous ces gens. Même là, on va pas parler d'un Vauclin qui a malheureusement pas pu terminer son premier Liège.
Et j'en oublie surtout tellement d'autres, tellement justement on a de Français performants en ce moment qui jouent les places d'honneur en ce moment, mais qui peuvent aller jouer la victoire, comme Cosnefroy sur la Brabantson, comme sur la Flèche Wallonne. Dorian Gonon. Gonon l'avait fait, oui. Sur la Wallonne aussi, Vauclin n'est pas passé loin. On sent qu'il manque pas grand chose et que j'ai beaucoup d'espoir pour le futur du vélo français. C'est beau, et j'ai envie de terminer là-dessus, mais il nous reste tellement de trucs à dire. Je te propose que je pense qu'on a terminé on a fait un peu le tour. Romain Bardet qui gagne Liège, donc c'est juste pour terminer, c'est ça, non? Non, c'est Blablacar qui gagne. C'est Blablacar qui a pas loupé, toujours privilégié du coup le covoiturage, et Blablacar il est parti avant tout le monde. Non, il a pas pris, il avait personne dans le porte-bagages là. Non, mais Pogacar au-dessus, Romain Bardet qui volait pour peut-être son dernier Liège, et on n'espère pas, hein, mais c'est beau de le voir. Et je vous propose qu'on passe au débat de LTDG. Et Grégoire, avant le jingle, je te pose la question. Pogacar a-t-il tué le suspense avant le Giro et le suspense en général? Donc Grégoire, est-ce que tu peux me répondre à cette question, toi qui as envie de parler ce matin? Le suspense du Giro va être maintenu par un coureur italien qui s'appelle Gianluca Matteo. Non, mais il n'y a aucun suspense, il va gagner le Giro avec 15 minutes d'avance. C'est Gianluca Matteo. On sait pas comment il va réagir à la... En vrai, c'est ça aussi. Pogacar, il aime la pluie, il aime le froid, il aime tout. Ouais, mais attention à Gianluca quand même. Non, parce que pour de vrai, le Giro, ce qui est bien, c'est que c'est un peu un tour qui est un peu imprévisible. L'année dernière, ce qui s'est passé. Tu sais jamais comment... Oui, t'as raison, peut-être une épidémie de Covid ou je sais pas, une attaque de zombies sur la course, c'est la seule chose qui peut faire perdre Pogacar en fait. Antoine, il va encore jouer l'avocat du diable, et fin mai on dira ouais, je te dis Pogacar c'était pas sûr qu'il va gagner. Pogacar il va arriver à Rome en 2 semaines, les autres ils vont faire 3 semaines, c'est tout ce qui va se passer. Tu donnes tout le temps le mauvais rôle du gars qui doit défendre l'indéfendable, donc moi je vais te dire que c'est toi qui veux tu veux d'être regardé. Okay. Parce que c'est une course de 3 semaines, tous les jours on va avoir des trucs de ouf. Oui, ça. Parce que justement c'est une course où on sait pas comment Pogacar va réagir, même s'il est bien à l'appui. Mais des mecs très en forme qui vont être ses équipiers, comme par exemple les Domaine Novak là qui ont cartonné sur Liège. Domaine Novak, on dirait pas un nom de vin genre? C'est le Domaine Novak, un super bon cru. Le millésime est comment? C'est dans Saint-Émilion, mais bon, c'est pas mal. Non, mais moi je vais vous donner. Pour le général, il n'y aura pas de suspense. C'est sûr que non. Par contre, il y a des. Je te dis pas qu'il faut pas regarder le Giro parce qu'il va y avoir des victoires françaises, hein, parce qu'on va voir Romain Bardet faire deuxième, parce qu'on va voir Julien Lafilippe revenir à son meilleur niveau. Voilà pourquoi il faut regarder le Giro. Par contre, pour le général, c'est fini. Moi, je commence le Giro, je suis un favori, je prends une échappée, j'essaie d'aller jouer la victoire au premier col. Et Geraint Thomas. Mais Geraint Thomas... Mais enquête plus Geraint Thomas, c'est le seul qui a des lunettes de piscine. Non, il a changé en plus, il a changé de sponsor. Bon. T'as même plus de trucs, et voilà. On enlève Thomas. non, mais bon, on va être un peu sérieux 2 secondes. Antoine, je pense qu'une course de 3 semaines n'est jamais gagnée à l'avance. Que Pogacar, ok, résiste très bien à la pluie, ok, paraît intouchable, mais le problème c'est aussi ses coéquipiers, ses équipiers, comment ils vont réagir parce qu'il a pas une équipe comme sur le Tour de France habituellement. Hein. Oui, non, mais c'est sûr, parce qu'il a besoin de coéquipiers maintenant. Bah, sur une course de 3 semaines, oui, il a besoin d'équipiers. Je suis désolé s'il se fait attaquer de toutes parts par des outsiders qui sont tous à 3 minutes. Mais justement, ils seront tous à 3 minutes. Bah justement, s'ils attaquent sur une échappée et que lui il est tout seul, il a personne pour contrôler, qui va rouler. T'as vu comme il était facile hier dans la redoute? Il était au seuil, les autres ils étaient en. Son équipe Vegarset Langen, Rafa Maika, Félix Rochatner, Rui Oliveira, Michael Berg, Domaine Novak et Juan Sebastian Molano. Ok, quelle équipe est largement meilleure? La Visma, il y aura personne. En gros, ces derniers équipés en montagne, ça va être Maika et Grosschartner. Je suis désolé, Maika et Grosschartner. Maika, ça roule très très fort déjà. C'est lui qui l'a fait gagner un Tour de France, de 1. De 2, quelle équipe peut rivaliser? Alaphilippe, Bardet. Quintana, c'est sûr, il peut faire des trucs. En plus, Quintana, il va rentrer de Colombie là. Sous opium. Oh non. Mais non, regarde, la Team Visma, ils vont clairement pour les sprints avec Olav Koy et Christophe Laporte. Et Charles Brooks alors. Oui, bah très bien, il fera un top 8. Je veux dire que peut-être que pour la victoire finale, effectivement, Pogacar va être compliqué à aller chercher. On peut vraiment voir sur ce Giro l'avènement de coureurs comme des Chanoy Brooks. Ouais, mais c'est pas le débat, Grégoire. Mon débat, c'est ce que Pogacar a tué le suspense pour le général du. Le Thorsten Train, il a qu'un seul testicule. Non, mais c'est vrai que ça peut l'aider. Ça les gens en montagne. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que. Ce que je veux dire, Grégoire, c'est qu'effectivement, va y avoir un paré-peintre qui a gagné l'année dernière qui va vouloir regagner. Ben O'Connor est très très en forme. Hein. La paire paré-peintre, ils vont nous faire rêver. Ben O'Connor pour les équipes françaises, avec aussi pour les Français Romain Bardet, Julien Lafilippe. Mais
pour le général, donc le Giro va être cool à regarder parce qu'il va y avoir beaucoup, je pense, beaucoup d'échappées et de gars qui vont aller gagner tous les jours parce que Pogačar il pourra pas gagner tous les jours parce que effectivement il a pas de bons équipiers pour aller rouler tous les jours. Il a quand même des très bons équipiers. Oui, non, mais il a des très, mais c'est ce que tu m'as dit, mais il aura pas la meilleure équipe pour aller rouler tous les jours derrière tout le monde. Donc il y aura beaucoup, comme d'habitude sur le Giro, beaucoup d'échappées qui iront beaucoup de surprises. Par contre, pour le général, 2 jours avant, Pogačar il arrive, il célèbre à Rome et voilà. Vas-y, j'ai même plus envie de regarder le Giro maintenant. Et la suite du débat, Grégoire, la suite du débat, c'est est-ce que en général, Il paraît intouchable ce mec. Pogačar, Vingegaard, Van der Poel sur les classiques, est-ce qu'ils font du mal au vélo, au suspense? Vingegaard sur les classiques, non, il fait du mal à Non personne. mais putain, écoute-moi, Pogačar, Vingegaard en montagne et tout, et un Van der Poel sur les courses classiques, est-ce qu'ils font du mal au vélo Bah non, ils font du bien au vélo. et du mal au suspense? Ouais, mais mec, moi je suis un jeune aujourd'hui, je les vois tous gueuler Pogačar, Van der Poel, Van der Poel. Non, je suis désolé, tous les jeunes des clubs de vélo qu'on a croisés sur les lignes et tout ça, ils jurent que par ces deux mecs-là, ils ont envie de faire du vélo pour être comme ces mecs-là. Donc non, même si bon, les suspens ils sont abattables, mais est-ce qu'on peut leur en vouloir d'être tellement plus forts que tout le monde? Et on peut pas leur dire, bah mettez des coups de frein les gars. Non, ils font du bien au vélo. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est incroyable la visibilité, la hype qu'il ramène à notre sport. Un Van der Poel, il a trop la classe, tout le monde veut lui parler. Pogačar, il est hyper accessible et fun, tout le monde veut lui ressembler aussi. Un Wout van Aert, sponsor Red Bull, il arrive au milieu du peloton, tout le monde veut être comme lui aussi. Non, je suis désolé, ça fait du bien au vélo. Je suis d'accord, mais c'est ce que je voulais t'en dire. Je suis d'accord avec toi, ça fait du bien au vélo. Par contre, parfois pour le suspense, c'est un peu emmerdant parce qu'en vrai, Après, en je vrai, dirais pas pareil si je suis coureur cycliste quoi, dans le peloton. non mais parce que tu vois après, on parlait hier à table avec du coup même les coureurs, les assistants. Enfin, c'est un peu, enfin tout le monde sait que on n'ira pas chercher Pogačar, tu vois. Et tout le monde savait qu'il allait attaquer dans la Redoute. Et pourtant, tout le monde a pris 18 secondes en haut de la Pogačar, Redoute. il paraît tellement fort. Je te dis encore une fois, dans la Redoute, il accélère juste il accélère, c'est ouf. Et personne peut le suivre. Au sprint, il va vite maintenant. Il grimpe tellement bien. Il a un tellement bon punch. Il récupère. Il fait presque jamais de défaillance. La seule défaillance qu'il avait fait, c'était à la Bretagne Classique. C'est la seule fois où je l'ai vu faire une défaillance, une fringale, genre. Il est trop fort. Il a trop la classe. Il est trop sympa. Bah, fin du débat, Pogačar a gagné le Giro. Par contre, il faut regarder le Giro parce qu'on va avoir beaucoup de Français qui vont faire le show. Et je te propose, Grégoire, qu'on passe aux infos en vrac pour qu'on fasse suivre un peu l'actualité du cyclisme à tous ceux qui n'ont pas l'occasion de le faire la semaine. Première petite info, Grégoire. Cofidis, le sponsor, l'assurance, prolonge avec l'équipe Cofidis, le team, jusqu'en 2028, donc pour 4 ans. Tu me parles comme si j'étais un abruti. Mais parce que t'es un peu lent ce matin, je trouve. Oui, je suis fatigué. On a eu un gros week-end sur Liège. On s'est levé à 6h hier et j'ai terminé le montage à 21h. Donc forcément, je suis un peu... Et l'objectif avec ce sponsoring, c'est d'intégrer le top 10 des équipes World Tour pour les hommes et de monter l'équipe en World Tour chez les femmes qui est encore en Pro Team. Donc voilà, petite info, je sais pas si t'as des choses à dire dessus ou pas, fais-moi signe quand tu veux. Bah moi, je voulais juste, on parle de la coff, Julie Bégaud, elle marche fort en ce moment et ça fait plaisir de voir une jeune comme il y a ça. l'actu full gaz avec un E après. Et du coup, on va en parler de Julie. Deuxième info, du coup, l'UCI veut remettre en place l'UCI Gala Award. C'est un gala qui disparaît depuis 2015, qui servait à remettre des trophées. Donc tous les trophées, c'est UCI, meilleure équipe, meilleur coureur, meilleur nanana, un peu en mode vélo d'or. Ça serait une cérémonie qui se placerait après le vélo d'or. Qu'est-ce que t'en penses, Grégoire? Moi, je trouve ça cool parce que ça permet de ramener un peu de hype au vélo, de montrer aussi les coureurs sans le casque, sans les lunettes et en dehors du monde du vélo. Tu t'en penses quoi? Moi je kifferais. Après, il faudra encore une fois que les coureurs se déplacent parce que l'année dernière au vélo d'or, les garçons qui ont été récompensés, ils n'étaient pas présents à la cérémonie. Voilà, si j'ai envie d'envoyer un petit tag comme ça, peut-être qu'il serait bien qu'on organise des cérémonies pour récompenser les coureurs, mettre un peu en lumière effectivement tout le monde et faire des récompenses pour donner un peu encore plus de hype et de visibilité à notre sport. C'est quand même intéressant de se déplacer. D'ailleurs, il y a beaucoup de coureurs pro qui nous écoutent, les Français, les Anglais, ils comprennent pas et les autres nationalités encore moins. Pogačar, il a essayé une fois de suivre, mais il parle slovène quoi. Ouais, ils nous ont envoyé un message, il fait les mecs, faites le podcast en slovène. On dit On n'a pas compris son message vu que c'était écrit en slovène. ouais, mais du coup, Poggy, désolé, tu peux pas suivre. Mais pour ceux qui nous écoutent, en vrai, je sais qu'on se rend pas forcément compte quand on est dans le vélo, on est littéralement la tête dans le guidon, auto-promo et. Allez vous abonner, là je rigole. Mais c'est bien de se déplacer comme ça parce que c'est ça qui fait aussi rêver les jeunes. Ça permet de voir tout le monde classe, tu vois, en dehors du vélo et de ramener de la hype au sport. Donc. Et les amis, on veut vous voir aux soirées en fait, à la pause, pendant la coupure, on veut vous voir aux soirées avec nous. Après, c'est aussi le moment où tout le monde a envie de partir en vacances et de couper justement avec le monde du vélo et les médias.
Voilà, mais c'est toujours bien que ce soit fait. Ensuite, autre chose, petite nouvelle de Chris Harper qui était tombé sur le Tour des Alpes. Il avait tapé en descente, il avait tapé à fond sa tête contre un poteau. Et là, il y a Grégoire qui part, qui veut plus faire le podcast. Genre, il tient pas en place et il me dit ouais, arrête de dire que je tiens pas en place. Grégoire, il est. Je sais pas pourquoi t'arrêtes pas de bouger. Mais il va bien ou pas, Chris? Chris Harper qui va très bien, il a eu beaucoup de chance. Il a eu juste une légère commotion cérébrale, pas de fracture, pourtant la chute était impressionnante. Du coup, pour tous ceux qui nous écoutent, qui pratiquent le vélo, je sais qu'il y en a beaucoup, mettez un casque. C'est vraiment essentiel et mettre le casque, tu vois, c'est aussi un peu notre rôle aujourd'hui. Grégoire, on a une parole qui touche des gens. Le casque, c'est essentiel. Les pros le mettent, c'est pas pour le style, hein, c'est parce que ça sauve des vies. Et la troisième info, Grégoire, c'est Julien Alaphilippe, Loulou. El Français de la Soudal Quickstep, double champion du monde. Donc, bon, je vais pas faire tout son palmarès, mais qui va être aligné au Giro. Et avant le Giro, il va se faire le Tour de Romandie du 23 au 28 avril en Suisse. Et le Giro, c'est le 4 mai. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est cool. Tu penses ça cool ou pas forcément très cool avant le Giro? Est-ce qu'il va, parce que c'est quand même une course à étapes, avant une course à étapes? Bah non, je pense qu'il faut avoir des jours de course et un peu d'enchaînement avant d'aller faire une course comme le Giro. Il a quand même après derrière du 28 au 4 pour se reposer, récupérer. Donc pour moi ça va pas jouer. Enfin, on les a tous vus, ceux qui préparent le Giro à Liège, autour des Alpes. Il y en a même qui sont en Turquie là. Donc non, pour moi il n'y a pas de souci. J'espère qu'il va être en forme sur le Giro, Loulou, qu'il va faire taire des bouches et qu'il va gagner des victoires, faire des podiums, faire des échappées. Même s'il gagne pas, juste fais-nous le show, Loulou. On veut te revoir, on veut recréer ton nom et on te soutient à 100%. Fais-nous le show, Loulou. Le show, Loulou. Posé au Giro, je prends des victoires chou, Loulou. Sur cette magnifique parole, je te propose de voir qu'on passe à l'actu full gaz avec un E pour deux raisons. La première, parce qu'il faut qu'on parle des femmes, on a beaucoup de choses à dire. La deuxième, c'est qu'on a un train dans 20 minutes. Et qu'il faut qu'on finisse avant le train, sinon on va rester à Liège une journée de plus. Ouais, allez, let's go, on y va. Donc là, tu full gaz avec un E. Les femmes qui étaient aussi sur les Ardennaises, avec une petite nouveauté, Grégoire, c'est qu'elles partaient juste après les hommes, ce qui permettait de voir l'arrivée des hommes et dans la foulée l'arrivée des femmes. C'était pas mal pour le spectacle, non? Ouais, même si nous, vu qu'on était dans le jeu, on n'a pas pu rester voir l'arrivée des filles. Ça, c'est grande déception un peu de ma journée à Liège d'hier. J'ai pas pu voir l'arrivée, la victoire de Grace Brown. Première victoire de monument pour l'équipe française, la FDJ Suez. Ouais, parce qu'en plus on s'est pris une averse et en fait on s'est retrouvé avec toutes nos valises au milieu de la ligne et là on se prend une averse avec les ordi, l'appareil photo et tout et du coup on est rentré à l'hôtel monter la belle vidéo d'ailleurs que je vous invite à aller voir où on a passé la journée avec un assistant sur du coup Liège-Bastogne-Liège et on vous expliquait un peu toutes les spécificités d'une course ou avec le froid et tout. Et du coup, effectivement, il y avait un monument ce week-end Liège-Bastogne-Liège, mais ça a commencé aussi mercredi avec la Flèche Wallonne. Grégoire, qu'est-ce qui s'est passé sur la Flèche Wallonne? Bah, on a une victoire d'une fille que je kiffe, qui gagne pas souvent. Peut-être que cette dernière victoire, ça remonte au championnat du monde de gravel. Non, cette dernière victoire, je compte hors championnat du monde de gravel, c'était il y a 5 ans, en 2019. Ah ouais. Non mais oui. Ok. Mais gravel, sur la route. Non mais j'ai entendu ton discours. Katarzyna Niewedoma est trop cool qui s'impose au sommet de la Flèche devant Longo Borghini et Demi Vollering. Vollering fait 2. Hein. Et bah on l'embrasse. Hein. Ouais, effectivement, il y avait aussi une météo d'enfer pour les femmes comme pour les hommes. Katarzyna Niewiadoma, en vrai qui est trop stylée, ça fait trop plaisir de la voir parce qu'à chaque fois elle fait 2, elle fait 3, elle gagne jamais et là elle gagne enfin. Tout le temps placée, tout le temps dans les bons coups, tout le temps à l'attaque et non, ça fait trop plaisir qu'elle gagne, vraiment je suis trop heureux. Et surtout dans une journée d'enfer comme ça, c'est une vraie victoire, tu vois, une vraie victoire de gazier, donc ça fait plaisir. Et surtout on voit, première fois qu'on voit du coup sur son terrain Demi Vollering battu. On n'avait pas l'habitude, elle a toujours pas levé les bras en 2024. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à pas l'avoir gagné. Et l'année dernière, à cette saison, à cette période de la saison, elle avait déjà gagné tout. Mais là, je pense que cette année, elle se réserve aussi pour les grands tours. Donc voilà, mais c'est cool parce que ça montre aussi que le cyclisme féminin c'est hyper intéressant à voir dans le sens où à chaque fois c'est pas les mêmes qui gagnent, il y a des rebondissements. Et d'ailleurs, on a juste pour finir sur la Flèche Wallonne avant d'aller sur une autre surprise sur Liège, il y a eu deux tricolores dans le top 10 avec Evita Music qui fait 4ème et Juliette qui fait 7ème. Ça fait plaisir de voir nos Françaises qui se rapprochent du podium, qui se rapprochent des places d'honneur, qui ont des places d'honneur. Et ce week-end, du coup, il y avait Liège-Bastogne-Liège qui est parti aussi juste après les hommes ce dimanche. Donc hier, on est encore à Liège. La ligne d'arrivée est à 1 km. Et du coup, on a eu une surprise. La FDJ Suez, l'équipe française, a remporté son premier monument, Grégoire. Grâce à Grace Brown, qui a une course de folie. C'était une course vraiment incroyable qui s'impose au sprint devant Elisa Longo Borghini et Demi Vollering. C'était une course de malade. En gros, t'as
Ouais, Grace Brown du coup qui s'impose, elle a vraiment eu une course de folie. Il y avait déjà Sarah Gigante pour la Jane Surrance qui a fait la course à l'avant, qui a vraiment une course de ouf. Et puis derrière, il y a un groupe qui est rentré avec notamment Grace Brown, Elise Chabet. On a vu aussi Lucinda Brandt. Et cette échappée, les filles derrière, les favorites, ont eu du mal à revenir dessus. On a vu du coup Grace Brown qui a attaqué et qui s'est isolée devant avec Kim Kadzo de la IF qui a fait une course de folie et Elise Chabet justement. Et derrière, les filles ont attaqué dans la redoute et t'as un groupe avec Longo Borghini, Demi Vollering et Katarzyna Niewedoma qui est revenue. Marianne Vos n'a pas pu suivre, elle a essayé un temps de suivre dans la redoute mais elle s'est fait lâcher. Et il y a eu encore du suspense jusqu'au final parce que dans un rond-point à quelques kilomètres de l'arrivée, à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, Grace Brown fait une erreur, elle freine de l'avant, elle a failli se casser la gueule, elle finit dans l'herbe avec Kim Kadzo, mais finalement elle revient à 5 km de l'arrivée encore une fois. Et après c'est Katarzyna Niewedoma qui se sacrifie, qui fait vraiment le tempo pour Elise Chabet et pour lui lancer le sprint à sa coéquipière. Et malheureusement c'est Longo Borghini qui est dans la roue, Longo Borghini qui va lancer dans les 25 derniers mètres, elle est reprise par une Grace Brown qui vient la sauter sur la ligne, qui nous montre elle qui est spécialiste du contre-la-montre, qu'elle a une bonne pointe de vitesse aussi dans les arrivées en petit comité entre favorites. Ouais, quand tu vois la start list de la fin, franchement, j'aurais pas mis un caillou sur Grace Brown, mais c'est incroyable de l'avoir gagné et ça fait plaisir pour toute l'équipe FDJ Suez qui franchement cartonne en ce moment au niveau, et surtout avec les rumeurs d'arrivée de Demi Vollering, tu vois, ça les légitimise de ouf parce que ils ont gagné un monument cette année, elles ont gagné un monument. Du côté des Françaises, t'imagines comment ça aurait été facile là, parce que Demi Vollering fait 3. Si Demi Vollering l'année prochaine elle a la FDJ Suez, elle lance le sprint à Grace Brown, tu vois. Elles auraient fait 1 et 2 du coup, mais elles font 1 et 3, c'est pas mal hein. Du coup 1 et 3 pour la FDJ Suez. Non, je rigole, on a aucune information sur le transfert de Demi Vollering à la FDJ Suez, on est comme vous, on attend. C'est mais ça ferait dello Sport qui a balancé pas mal d'informations. On a fait une petite vidéo qui récapitule tout ça sur notre compte Instagram. Mais ouais, la Gazzetta dello Sport a balancé cette bombe. Mais on n'en sait pas plus pour le moment. Et voilà, donc aussi à noter que les Français ont performé avec Juliette Labousse qui fait encore première française 8ème. Et surtout la belle performance, Grégoire, je crois qu'on l'avait noté tous les deux, de Julie Bégaud pour la Cofidis, qui à 19 ans a fait une belle partie de la journée à l'avant, qui finit 47ème au final, mais qui a découvert un monument de la meilleure des manières en étant à l'avant. Ça fait plaisir à voir, surtout pour la Cofidis qui a des ambitions de voir le tour. Julie, c'est une fille là, pour le futur encore une fois du vélo français, ça annonce vraiment des belles couleurs parce que c'est vraiment une bonne grimpeuse, puncheuse, quoi. Elle a du punch, elle est un peu complète. Impatient de l'avoir prendre en expérience et en maturité sur le vélo et l'avoir progressé encore, on va l'avoir quelques années. Grave, et surtout cool de voir sa réaction de fraîcheur à l'arrivée, très authentique devant Mathilde Lazou qui est d'ailleurs la photographe et la CM de l'équipe. C'était vraiment cool à voir et voilà, donc un beau monument, le spectacle avant l'arrivée, le retour des grands tours, la Vuelta Femenina qui débarque fin avril ou début mai, bref, qui démarre la semaine prochaine quoi, dans les 10 jours qui viennent, et le Giro chez les hommes. Voilà, on a fini la grosse saison des classiques, c'était que du kiff. J'espère que vous avez kiffé suivre cette saison des classiques dans la tête d'un cycliste sur Full Gaz avec nous, avec LTDG. Et du coup, on continue, ça s'arrête pas les podcasts, que la saison est encore longue, mais on arrive plutôt dans la saison des grands tours. Grégoire, est-ce que tu as hâte de cette saison ? Moi, de base, c'est la partie que je préfère, les grands tours. Je sais pas, il y a un truc, je kiffe, t'as un suivi pendant 3 semaines, tu bêtes dedans. C'est un peu comme quand t'es dans une série Netflix, tu vois. Où tu te réveilles le matin, tu penses que à l'étape du jour et au classement et tout, et ça j'aime beaucoup et j'ai hâte de suivre ça. En vrai, ouais, ça y est, on tourne une première page de la saison, la page des premiers monuments, des premières classiques en Belgique, en Italie et en France. Et là, on va partir pour l'Italie, 3 semaines en Italie pour un grand tour qui s'annonce vraiment exceptionnel. On en parlera plus la semaine prochaine dans le prochain épisode de Full Gaz. Bon, les amis, on se dit au revoir. On a 15 minutes pour plier les valises et pour prendre le train. Et donc, on est un peu pressé. Mais nous, on se retrouve. Faites-nous toujours vos retours parce que c'est important pour faire évoluer le podcast. Et bonne journée à tous. Ciao, les amis. Ciao, ciao.